courageuse après cette petite nuit. Madame la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, chère Bérengère Couillard, je suis ravie de vous accueillir au sein de notre délégation dans notre belle salle de réunion récemment baptisée Olympe de Gouges à l'occasion de notre 25e anniversaire. On est jeunes. Votre dernière audition devant notre délégation remonte au 30 novembre 2023. Vous étiez alors ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et l'êtes resté jusqu'en janvier 2024. Après la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, vous avez été nommée le 16 juillet présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est à ce titre que nous vous entendons aujourd'hui. Les travaux du HCE sont toujours très suivis par notre délégation. C'est le cas bien sûr du rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Celui-ci, publié en janvier 2025, avait mis en lumière deux constats inquiétants. Une polarisation sociale autour des enjeux d'égalité de genre, notamment dans les médias et les discours politiques, des inégalités sociales et économiques persistantes. Le rapport mettait ainsi en évidence la persistance de discours sexistes, notamment dans les médias et le milieu politique, et la hausse des violences sexistes et sexuelles. L'un des chiffres les plus marquants de ce rapport était le suivant. 94% des femmes de 15 à 24 ans estiment qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui, soit 14 points de plus qu'en 2023. Et 67% seulement des hommes de la même tranche d'âge le pensent également. À l'occasion de la publication de ce rapport, vous déclariez, Madame la Présidente, « Les femmes sont plus féministes et les hommes plus masculinistes, surtout les jeunes. Les Français attendent que les responsables politiques agissent contre le sexisme, notamment en instaurant enfin les cours à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qu'ils plébiscitent largement. » Et je peux vous confirmer que dans notre délégation, nous militons également pour la mise en place de ces cours. Nous sommes donc aussi, au sein de la délégation, toutes et tous particulièrement attentifs aux menaces qui pèsent sur les droits des femmes et sur l'égalité de genre. La montée en puissance des mouvements masculinistes, l'influence des réseaux sociaux en la matière, l'exposition précoce à la pornographie, la mise en place effective d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais aussi l'exacerbation des stéréotypes de genre qui se développent dès le plus jeune âge sont autant de sujets qui nous préoccupent. Comme vous le savez sans doute, notre délégation s'intéresse depuis plusieurs mois à la place des femmes dans les sciences, dans un contexte où elles ne représentent qu'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Nos travaux sur ce sujet nous ont convaincus de la puissance des biais de genre, à l'œuvre notamment dans l'enseignement des mathématiques, dès le plus jeune âge. Les défis sont nombreux et présents à tous les niveaux. Celui de la famille et de la société dans son ensemble, celui du système éducatif, celui des différents paliers d'orientation dans l'enseignement secondaire et supérieur, et celui des trajectoires professionnelles. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Elisabeth Borne, que nous avons auditionnée le 5 juin, a annoncé plusieurs mesures dans le cadre d'un plan Filles et Maths, parmi lesquelles la sensibilisation et la formation de tous les professeurs aux biais et stéréotypes de genre en sciences, mais aussi l'instauration de quotas de filles dans les spécialités maths au lycée et dans les classes préparatoires. Sur ce sujet précis, nous sommes intéressés par votre analyse et vos recommandations. Le HCE a déjà travaillé sur ces thématiques puisqu'en novembre 2023, un rapport intitulé « La femme invisible dans le numérique, le cercle vicieux du sexisme » pointait une sous-représentation des femmes, que ce soit dans les métiers exercés ou les contenus diffusés. Et d'ailleurs, peut-être pourrons-nous auditionner Catherine Ladouce, qui, me semble-t-il, portait ce rapport, pour qu'elle le détaille plus finement devant les rapporteurs concernés. Chère Bérengère Couillard, je vous laisse sans plus tarder la parole et proposerai ensuite à mes collègues présentes de vous interroger. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices. Moi je suis toujours heureuse, mais je suis très heureuse en tout cas ce matin d'être devant vous aujourd'hui
de pouvoir aussi échanger avec vous sur des questions aussi importantes que la lutte contre le sexisme et l'accès des femmes aux études et professions scientifiques. Ce sont des sujets sur lesquels, oui, je me suis beaucoup engagée tout au long de ma vie et sur lesquels le Haut Conseil à l'égalité que je représente aujourd'hui a beaucoup travaillé. Le rapport majeur du Haut Conseil à l'égalité, celui sur l'état des lieux du sexisme en France, publié le 20 janvier dernier, revient très largement sur ces thèmes. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Si son objectif est d'évaluer l'évolution du sexisme en France grâce à un baromètre et des questions posées à plus de 3000 Français, nous avons cette année poussé l'analyse encore plus loin. Nous avons constaté une forte polarisation de la société sur les questions d'égalité et du sexisme. Les jeunes femmes sont de plus en plus conscientes que leur vie au quotidien est plus difficile que les hommes. Elles sont donc plus engagées sur ces questions, plus sensibles au féminisme et au combat pour l'égalité des genres. A contrario, les jeunes hommes expriment un sentiment d'incompréhension des évolutions de la société, voire de rejet. Ils sont de plus en plus attirés par les idées sexistes et masculinistes. Et ce constat nous a poussé à étudier les raisons de cette polarisation. L'une de nos conclusions, c'est que l'éducation était l'un des piliers de ce sexisme persistant et qu'il fallait agir de toute urgence. Le Haut Conseil à l'égalité appelle depuis de nombreuses années à l'adoption d'un programme d'éducation à l'égalité, adapté à toutes les classes d'âge. Ces cours à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, dits EVARS, permettront évidemment de sensibiliser les enfants et les adolescents à la connaissance de leur corps et au respect du corps de l'autre. Mais surtout, ils permettront de déconstruire les stéréotypes et les normes sociales inégalitaires qui favorisent ce sexisme. Aujourd'hui, moins de 15% des élèves en bénéficient, alors que ce sont des cours qui ont été rendus obligatoires en 2001 à raison de 3 séances annuelles pendant toute la scolarité de l'élève. Nous nous réjouissons donc que la ministre d'État et la ministre de l'Éducation nationale aient annoncé l'aboutissement de l'écriture du programme et son déploiement dès la rentrée prochaine. Nous avons la conviction que c'est un levier d'une importance cruciale pour l'émancipation des enfants et pour une société égalitaire. Ce d'autant plus qu'en termes de mesures attendues, 9 Français sur 10 ont exprimé dans notre baromètre qu'ils sont favorables à la mise en place d'un tel programme, un chiffre qui démontre très clairement que l'opposition à ces cours est bruyante, certes, mais très minoritaire dans notre pays. C'est d'ailleurs la mesure la plus plébiscitée dans notre baromètre. Elle est d'autant plus soutenue que 70% des Français considèrent que c'est la mesure la plus efficace pour faire bouger les lignes. Alors allons-y. Travailler sur le sexisme et les biais sexistes qui gangrènent nos plus jeunes, c'est aussi permettre à chaque petite fille et à chaque jeune femme de considérer son avenir et sa carrière professionnelle différemment. Ces biais sexistes polluent l'esprit des jeunes filles et affectent très négativement leurs orientations professionnelles, parfois dès le collège, mais en particulier au lycée. C'est ce qui fait en partie qu'elles se tournent moins vers les filières scientifiques et technologiques, et encore dans les domaines du numérique. Elles ont souvent, durant leur scolarité, étudié les travaux et les théories de nombreux chercheurs et scientifiques, mais ce sont surtout des hommes qui sont mis en avant durant toute leur scolarité. Leur manque de représentation des femmes scientifiques dans les manuels scolaires est une des causes de cette autocensure des femmes. La nécessité de mieux les représenter a été soulignée par le Haut Conseil à l'égalité dans le rapport sexisme et à de nombreuses reprises par le passé. Il va de pair avec la littérature jeunesse qui accentue en parallèle ces stéréotypes. Grandir en ayant pour seule image des petites filles qui s'occupent de leurs poupées dans les publicités de jouets pour enfants et dans les livres n'est pas sans conséquence. Il confine les femmes et les filles à la sphère privée et à des rôles passifs. Tous ces stéréotypes entretenus par la culture dans laquelle baignent les enfants et les adolescents s'ajoutent aussi à une éducation parentale encore trop inégalitaire. On pourrait penser que la parentalité a évolué, que l'éducation dans le foyer a pu se transformer. Mais pour un très grand nombre d'enfants, les règles n'ont pas changé. Quand on questionne les parents sur l'éducation apportée à leurs enfants, ils assurent pour la plupart ne pas faire de différence entre leurs filles et leurs garçons. Quand on questionne ces jeunes filles, elles répondent qu'elles ont ressenti ces inégalités tout au long de leur enfance. C'est l'ensemble de ces facteurs qui participent plus tard à l'orientation professionnelle biaisée dont j'ai parlé plus tôt. Ils doivent être corrigés à la racine, dans tous les domaines que nous avons évoqués. Mais ils doivent aussi être pris en charge à l'âge adulte. Il faut agir concrètement, directement, sur les filières scientifiques, de l'enseignement supérieur jusqu'au recrutement des entreprises. Le gouvernement a annoncé dès le mois de juin 2023 un programme appelé Tech pour toutes.
Il a pour objectif de faire de la technologie un secteur pleinement égalitaire entre les femmes et les hommes, avec un programme ayant pour objectif d'accompagner 10 000 jeunes femmes d'ici 2026. Le programme Tech pour toutes prendra la forme donc d'un accompagnement individuel par du mentorat, d'un accompagnement collectif ou encore d'un accompagnement matériel et financier selon le gouvernement. Le Haut Conseil à l'égalité s'est bien évidemment félicité de cette annonce qui semble aller dans le bon sens. Nous devrons néanmoins en analyser les résultats, les moyens réellement alloués et la continuité donnée à cette politique publique. Un rapport bilan de ce programme pourrait voir le jour en 2026 si les membres du HCE le décident. Mais nous avons déjà fait plusieurs propositions pour agir sur ces inégalités que nous avons rappelées dans notre dernier rapport. Je serai d'ailleurs ravie de vous les présenter plus en détail. Via sa formation égalité professionnelle, le Haut Conseil égalité a également émis plusieurs recommandations pour faire évoluer l'index égalité professionnelle, dit l'index Pénicaud, qui n'a pas rempli toutes ses promesses. Des concertations pour améliorer ce dispositif et sur la réforme du congé parental ont d'ailleurs été engagées en ce sens en octobre 2023. La directive européenne fixant des règles de transparence des rémunérations adoptée en mai 2023 impose aux États membres de mettre en place d'ici le 7 juin 2026, c'est-à-dire bientôt, des dispositifs permettant une meilleure transparence, une revalorisation des métiers à prédominance féminine et une meilleure communication des salaires, aussi bien pendant la phase de recrutement que pendant l'exécution du contrat de travail. Ces évolutions permettront d'harmoniser et de compléter les dispositifs existants pour plus d'égalité professionnelle. Elles doivent inciter les entreprises du secteur numérique, scientifique et technologique qui concentrent ces métiers d'avenir à progresser en matière d'égalité femmes-hommes en interne pour attirer plus de femmes vers leur métier. C'est une question sociale autant qu'une question économique, car les profils féminins apportent de nombreuses plus-values aux entreprises qui les valorisent. Agir en parallèle sur les racines du sexisme et sur les conditions d'accès des femmes aux professions scientifiques nous paraît indispensable. C'est un travail de longue haleine qui nécessite de nombreux moyens et une volonté politique qui ne faiblit pas sur le long terme, car nous partons de très loin. Le HCE continuera d'alimenter les responsables politiques et la société civile avec ses recommandations et ses propositions. C'est ma responsabilité et je souhaite que le Haut Conseil continue de peser sur le débat public pour l'enrichir de son expertise. Je vous remercie et je suis ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci. Et donc, je suis ravie de constater qu'effectivement, nous partageons énormément tout ce que vous dites. La directive européenne pour juin 2026 doit attirer notre attention. Vous savez que nous avions suivi, il fait déjà un rapport sur Copé-Zimmermann 10 ans après, ce qui a donné lieu d'ailleurs au texte de Marie-Pierre Rixain, ici avec Annick et puis Martine Filleul qui n'est plus au Sénat. Nous avions fait aussi la loi sur la parité dans la haute fonction publique. Donc, ce sont des sujets que nous suivons toujours avec attention. Et donc, je suis convaincue que nous suivrons aussi avec attention la transposition de cette directive qui va nous permettre, comme vous le disiez, de corriger l'index Pénicaud pour le rendre plus performant qu'il n'est aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant puisque aujourd'hui, on va avoir suffisamment d'années d'expérience pour voir en quoi il est perfectible. Vous parlez de la réforme du congé parental. C'est effectivement un vrai sujet pour les femmes en entreprise d'une façon générale. Et je vous le disais tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, surtout à un moment où on parle des retraites, où on souhaiterait ardemment garder notre système par répartition. Si on n'a pas d'enfants, on n'aura personne pour payer nos retraites et le système par répartition sera vraiment mis à mal. Donc, quand on voit et l'apport des femmes dans les entreprises, puisqu'on voit qu'à partir du moment où il y a au moins 30% de femmes, soit dans la direction, dans les comités exécutifs et une vraie diversité en fait dans la direction des entreprises, elles sont plus profitables. Donc, l'entreprise a intérêt à intégrer des femmes. Ensuite, le congé maternité qu'on nous oppose souvent. Moi, j'oppose en face le taux d'accident de la route que les hommes ont, et sauf que le jour où ils sont arrêtés, parfois plus de 4 mois, du jour au lendemain, alors qu'un congé maternité, ça se prépare. Franchement, les entreprises y font face et personne n'a retiré la voiture aux hommes sous prétexte qu'il y avait un risque derrière qui puisse être absent. Donc je pense que c'est un assez mauvais
signal à envoyer pour pouvoir accueillir des femmes. Or, on en a besoin. On manque énormément d'ingénieurs et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plutôt une bonne chose de faire rentrer les femmes. C'est une bonne chose pour les femmes aussi parce que comme c'est un monde quand même assez masculin, on y paye bien. Donc, autant en profiter. Donc voilà, nous partageons vraiment tout ce que vous dites et vous avez raison, c'est vraiment à l'origine des choses puisqu'on voit qu'au niveau des sciences et des mathématiques, c'est entre le début et la fin du cours préparatoire que la différence se fait, ce qui est quand même énorme puisque les enfants en rentrant au cours préparatoire, qu'elles soient filles ou garçons, ont à peu près le même niveau et à la fin du cours préparatoire, on a perdu la moitié des filles, ce qui est tout à fait illogique. Et c'est, semble-t-il, très lié à l'école, puisque la même expérience menée pendant l'année du Covid a montré une différence bien moindre entre le début et la fin du CP. Donc, ce n'est pas que l'ambiance familiale qui provoque les stéréotypes. Autre chose que nous avons appris hier aussi, et qui, moi, m'a surprise, c'est que dans les CSP+, on a un écart beaucoup plus grand encore entre les filles et les garçons que dans les classes plus populaires. Oui. Donc voilà. Et après, en fonction des métiers, mais on va avoir au niveau des métiers, mais vraiment, non, c'est par exemple s'il y a un couple d'ingénieurs, hommes et femmes ingénieurs ont des enfants, il y a un décrochage entre filles et garçons aussi. Mais parce que le décrochage est plus important chez les CSP+. Donc c'est assez intéressant à voir et il y a heureusement maintenant des études sur le sujet et on le sait, c'est pas parce que les filles sont nulles en maths. D'abord, personne n'est nul en maths et il n'y a aucune raison d'être fier d'être nul en maths, je le répète. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à mes collègues. Non, c'est juste dans la tête. Marie-Pierre Monnier. Bonjour, merci pour vos propos. Moi, ce n'est pas vraiment une question sur les sujets que vous pouvez porter, c'est plutôt une inquiétude à deux niveaux. Parce que donc, nous sommes allés à New York à l'ONU, la CSW. On voit de par le monde que la femme, les droits plutôt de la femme et les violences faites aux femmes sont légion et s'accentuent et qu'il y a une régression. Toutes les associations que nous avons rencontrées parlent beaucoup de backlash. Et en France, nous voyons des conseils départementaux qui, parfois, chez moi, ont supprimé les centres de santé sexuelle. Le budget qui arrive est contraint. Moi, je ne connais pas bien le fonctionnement de votre institution. Je sais que vous êtes nommé par, je crois, les ministres, pour moi, la Première ministre. Mais j'aimerais savoir si vous avez des inquiétudes, parce que nous allons à la rentrée examiner le projet de loi de finances. J'aimerais savoir si vous avez des inquiétudes sur, je ne sais pas, les moyens qui vous sont attribués. Enfin, voilà. Bien sûr. Alors oui, bien sûr, le Haut Conseil à l'égalité, globalement, est inquiet par rapport au budget alloué et surtout, en fait, aux perspectives. C'est-à-dire que la décentralisation fait que chaque collectivité a la liberté de mener ses politiques et d'attribuer les budgets qu'il souhaite attribuer. Et donc moi j'invite évidemment les citoyens, les Français, à regarder ce qui se passe sur leur territoire et à regarder les décisions qui sont prises par leurs dirigeants, quelles que soient les strates en fait de responsabilité, et notamment les conseils départementaux qui, pour certains, font le choix très clair de faire des baisses de budget compte tenu qu'il y a des tensions sur les budgets que je n'ignore pas, mais des politiques sont moins suivies ou moins soutenues, et particulièrement les politiques qui s'adressent aux femmes, et je pense notamment au planning familial, certains plannings familiaux qui sont en difficulté parce qu'il y a une baisse drastique des budgets. Et c'est inquiétant parce que quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec peut-être des prises de position, parce que c'est aussi parfois c'est des décisions politiques qui sont prises aussi en contradiction avec les positions du planning familial, peu importe. Le planning familial réalise des missions indispensables pour les jeunes femmes et moins jeunes femmes, et pas que les jeunes femmes d'ailleurs. Et donc, en fait, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de planning familiaux sur les territoires. On pourrait déjà espérer en avoir davantage. Donc, imaginer des fermetures, c'est impensable. Donc, je pense particulièrement au planning familial qui a été ciblé, clairement, par des baisses de budget importantes.
Après, il y a d'autres associations qui ont exprimé des inquiétudes. Je pense au CIDFF, mais je crois que c'est en passe d'être réglé. Et là, pour le coup, c'est une discussion qui s'est opérée avec le gouvernement. Et j'ai eu, en tous les cas, écho que c'est en passe de se régler et les CIDFF sont rassurés. Mais bien sûr, ce sont des associations qui sont absolument indispensables sur notre territoire, qu'il faut préserver et qui font un travail colossal auprès de nos plus jeunes. Sur les CIDFF, je confirme, puisque alors, notre tribune devait sortir en début de semaine et au moment où Aurore Berger annonçait que ça allait, donc voilà. Donc a priori, oui, elle nous a coupé l'herbe sous le pied. Juste, en effet, j'ai parlé des centres de santé sexuelle en Drôme qui ont été fermés, mais il y a une baisse importante des plannings et je m'en voudrais que dans les propos qui sont relatés sur ma prise de parole, voilà, j'ai beaucoup soutenu cette non-baisse, enfin manifesté avec eux, fait des courriers. Et en effet, c'est terrible parce qu'en ruralité, nous, c'est la seule structure que nous avons et qui font en effet, en local, un travail que personne ne fera s'ils n'y sont plus, s'ils ne peuvent plus le faire. Annick Billon. Merci Madame la Présidente et merci à vous d'être là ce matin. Mes questions rejoignaient un petit peu celles de ma voisine Marie-Pierre Monnier. On a eu la loi, la grande cause du quinquennat. On a voté un certain nombre de lois et on a encore voté hier soir tardivement. Les débats étaient prolongés avec l'intégration du consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles. On a voté beaucoup de textes. Aujourd'hui, on le sait, vous travaillez, le Sénat travaille, l'Assemblée nationale travaille réellement, on patine. Les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les violences conjugales, les agressions progressent. La prostitution des mineurs progresse. Il y avait eu un travail qui avait été fait par la procureure Champ-Renaud, un travail excellent avec un certain nombre de propositions pour adapter la réponse au public aussi, parce qu'il ne s'agissait pas juste de dire c'est pas bien, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, on est avec des résultats qui sont peut mieux faire en réalité. Et moi, je me pose vraiment la question de savoir si on s'est donné les moyens, au-delà de toutes ces lois dans leur mise en application, à la fois des moyens, on a plus formé, on a organisé ça différemment. Mais lorsque Marie-Pierre Monnier et lorsque la présidente évoque les CIDFF et la manière dont certaines associations, dans certains départements, dans certaines régions, voient leurs subventions diminuer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? En réalité, la structuration même de tous les sujets en rapport avec les droits des femmes, avec en fait, ils ont été structurés sur un modèle avec l'appui des associations. Et si l'État ou les régions donnent ou les départements donnent aux associations, l'État complétait avec de nombreux appels à projets. On n'a pas construit, en réalité, une politique pérenne dans le temps, puisque chaque année, il faut aller renégocier des subventions, alors que ce sont des politiques publiques qui doivent être menées sur le long terme. Donc, en réalité, là, on est dans une période de tension financière extrêmement forte, et forcément, les collectivités, parfois contraintes, se désengagent, puisque certaines perdent la main quand même sur leurs finances. Donc il y a un vrai sujet, et c'est peut-être la solution de facilité de supprimer certaines subventions à des associations à la fois féministes, à des associations qui viennent pour l'accompagnement dans l'hébergement, à des associations comme les CIDFF. Donc, et ce que nous dit l'État quand même, et moi j'ai eu la réponse de la ministre, c'est qu'à partir du moment où les collectivités se désengagent, l'État ne se sentira plus non plus obligé de poursuivre les subventions. Il y a aussi ce phénomène. Donc moi, je suis très inquiète. Et lorsqu'on parle, par exemple, la présidente y faisait référence des différentes lois qu'on a pu voter pour l'autonomisation des femmes, une meilleure rémunération, une place des femmes dans les postes à responsabilité. En réalité, ça ne pourra se faire que s'il y a des politiques familiales
qui mettent en place des outils de garde, puisque des vraies politiques pour l'accompagnement des femmes dans le travail. Donc, vraiment ce sentiment de patiner dans un contexte très tendu financièrement, et on le sent, à la fois, il y a de l'autre côté de l'Atlantique, Trump qui s'agite et qui, d'ores et déjà, a pris des mesures extrêmement graves vis-à-vis des femmes, et nous, qui pourrions peut-être aussi prendre des mesures qu'on voit un peu arriver avec ces subventions, pas pour les mêmes raisons, mais parce que finance oblige. Voilà. Merci. Je voulais juste compléter, parce qu'effectivement, le contexte financier est très important. Et on le voit, par exemple, au Sénat, il y a un travail qui est en train de se faire avec tous les rapporteurs financiers pour essayer de trouver de l'argent. La commission des finances, je ne crois pas que ce soit celle qui soit la plus paritaire au Sénat. Et au niveau des budgets, clairement, vous voyez, je parlais d'une tribune au niveau du CIDFF. J'avais dans mon groupe essayé de poser la question sur les financements des CIDFF, et on voit bien que dans un contexte de crise budgétaire et de recherche d'associations, globalement, c'était une affaire de bonnes femmes, et les hommes ne comprennent pas à quel point ça peut les toucher eux aussi, le fait que les femmes aient un vrai problème d'accès à ces associations, au planning familial, au CIDFF, etc. Et tant que on n'aura pas réussi à entraîner les hommes dans notre combat, on n'y arrivera pas. Et sur les sujets financiers, très clairement, tant que ce ne sera pas des hommes qui défendront ces budgets, on aura du mal à les obtenir. C'est affreux de le dire, mais on souffre encore, mais votre rapport le montre, de manque de crédibilité quand nous sommes une femme et que nous réclamons quelque chose, et que c'est pour nos histoires de bonnes femmes, globalement, ça ne vaut pas un copec. Donc voilà, excusez-moi. Alors vous avez raison, quand on y a la parité dans un groupe, c'est plus facile donc de se faire entendre, de convaincre, et aussi de mettre en place ou de prendre des décisions qui vont être des décisions en faveur des femmes, parce qu'on est concerné, donc plus sensibilisé sur ces questions. Quoique, j'alerte quand même, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui ne sont pas encore convaincues qu'il faut changer les choses, changer la société, agir contre le sexisme, et qu'on est un peu rabat-joie, et qu'en fait, elles se complaisent dans une situation qui est pourtant en leur défaveur. Je tiens quand même à le souligner, parce que ça revient... Je fais quand même aussi beaucoup d'interventions extérieures. Je fais des interventions aussi... j'ai choisi, depuis que je suis présidente du Haut Conseil à l'égalité, de sortir de Paris, parce que c'était quand même une instance assez parisienne. Et en allant sur les territoires, non pas pour aucune caricature de ma part, mais c'est vrai que je me retrouve face à des publics qui parfois observent des réactions qui sont assez étonnantes, des femmes d'âge plus mûr souvent, qui du coup me font part de leur désapprobation sur les sujets d'égalité, me reprennent sur un certain nombre de choses en considérant que la société elle n'a pas besoin de temps pour évoluer. Donc je me permets de cette petite digression parce que je pense que c'est important aussi de ne pas nous persuader qu'on est toutes d'accord et toutes convaincues. Vous avez raison, Madame la Présidente, entraîner les hommes, c'est absolument indispensable. D'ailleurs, dans le dernier rapport sur l'état du sexisme en France, qui a été rendu par le Haut Conseil à l'égalité, les Français sont absolument persuadés, 94% des Françaises pensent qu'il est indispensable d'embarquer les hommes pour lutter contre le sexisme. On n'arrivera pas sans eux. Et d'ailleurs, on le voit, et vous le voyez, mesdames, vous qui êtes des alliés de l'égalité, quand vous allez intervenir dans des événements, la plupart du temps, c'est déjà des femmes dans la salle, pour la plupart convaincues, et on a quand même beaucoup de mal à embarquer ces messieurs dans ce combat-là. Moi, je me rends compte au fil des années que leur parler d'égalité, ça ne fonctionne pas. Dire il faut l'égalité, oui, c'est merveilleux, mais en fait, qu'est-ce qu'on y gagne? Et c'est pas forcément formulé, mais qu'est-ce qu'on y gagne, nous qui sommes le sexe dominant, et quel est notre intérêt au final d'avoir de l'égalité? Donc je crois qu'il faut arriver à avoir des arguments qui viennent impacter les hommes différemment, et notamment quand on parle à un chef d'entreprise, c'est documenté, on va lui parler qu'il aura un meilleur chiffre d'affaires, une meilleure marge, une meilleure rentabilité.
faut utiliser les arguments qui peuvent avoir un impact sur le public à qui on parle. Et je pense que ça, c'est indispensable parce que juste avoir de l'égalité, aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas suffisant. Alors, bien sûr, Mme Billon, vous avez raison, il faut des moyens pérennisés. On a besoin de rassurer nos associations, mais ça, c'est pour le coup, c'est quelle qu'elle soit. Mais nous, on s'intéresse particulièrement aux associations qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes et qui agissent pour les droits des femmes. Elles ont besoin d'une visibilité au moins à 3 ans. Elles sont épuisées de faire des demandes de subventions, répondre à des appels à projets. Et ça, c'est un indispensable et ça réglera énormément de choses. Et ça, on parle de simplification. Beaucoup de simplification, je pense que c'est quelque chose aussi qui améliorera toutes les démarches administratives que peuvent faire les associations, qui les épuisent au quotidien. Et donc, ça leur permettra d'avoir une visibilité à 3 ans sur leur financement. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir et avoir des actions, des formes d'obligation au respect de ces 3 ans. Nous sommes persuadés au Conseil d'égalité que agir sur le sexisme, c'est un indispensable parce que le sexisme, c'est l'antichambre des violences. On ne réglera rien si on n'agit pas sur le sexisme. Le sexisme, c'est quelque chose qui est totalement banal, qui est totalement toléré, alors que aujourd'hui, il n'existe pas en tant que tel de délit de sexisme. C'est quelque chose qui est quelque part dans nos lois, mais qui ne quand il y a une atteinte à une femme et qu'il y a du sexisme qui est réalisé sur une femme, par exemple, sur un plateau télé, vous allez avoir, en fait, ça va être retenu pour atteinte à la personne. Ce n'est pas un délit de sexisme, alors que vous avez un délit de racisme, ce qui est tout à fait normal, et bien sûr qu'il faut lutter contre le racisme. Et c'est pour dire que, du coup, on tolère des choses sur les femmes sous prétexte qu'elles sont des femmes qu'on ne tolère pas dans d'autres cas, ce qui est normal. Et donc, voilà, il faut agir aussi sur cette question. Et donc, lutter contre le sexisme, c'est lutter contre beaucoup de choses derrière, et notamment les violences faites aux femmes. Ça, j'en suis absolument persuadée. Vous avez évoqué notamment les femmes cadres et les différences qu'il peut y avoir sur notamment leurs enfants, l'éducation et le fait que ces enfants aillent moins vers les filières scientifiques. Je voulais mettre une alerte aussi sur un certain nombre de choses parce qu'on doit trouver des structures souvent où ça peut se mettre en place, mais on a tendance, quand on est député, sénateur, député, sénatrice, de mettre en place des lois qui concernent des entreprises de plus de... Et quand on est sur les plus de 500, plus de 1000 salariés, on sait combien on ne touche pas largement la population française. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, si on faisait vraiment un regard sur l'ensemble des lois qui concernent particulièrement les entreprises de plus de 1000 salariés, en fait, on serait assez estomaqué de la différence qu'il y a entre les Français, entre les salariés. Donc, il faut appliquer des obligations beaucoup plus largement. C'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a de la résistance, mais c'est un indispensable parce que même si là, vous avez pu remarquer étonnamment que ça concernait plutôt les enfants de CSP+, on a quand même, pour le coup, beaucoup d'inégalités dans les foyers CSP-. Donc, c'est le sujet sur lequel je voulais vous alerter. Concernant le mode de garde, et plus particulièrement la parentalité, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. Je crois qu'on doit mener un travail dans les prochains mois sur cette question. Le sujet du congé parental, bien sûr, avec une revue, il ne fonctionne pas. Donc, à un moment, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut essayer de le rendre plus performant. Ça a été tenté par le passé, donc c'est pas simple. Il ne faut pas croire qu'on a la solution miracle. Mais je crois que la proposition de réduire le congé parental en le rémunérant davantage et en obligeant à ce qu'il y ait une répartition entre femmes et hommes plus égalitaire, avec un temps où l'homme est seul avec l'enfant aussi, ou le deuxième parent, parce que je crois que
le papa n'aide pas la maman. Le papa exerce son autorité parentale et exerce les soins sur l'enfant, il n'est pas une aide pour la maman. Et je pense que ça, c'est important. Et ces premiers instants avec l'enfant sont vraiment indispensables pour aussi prendre totalement son rôle et exercer le rôle de père dans son entièreté et non pas juste d'une présence. Donc je crois que ça, c'est un indispensable. Il y a le sujet aussi du congé paternité qui a connu une évolution quand même majeure. On est passé il y a encore quelques années à 3 jours. Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, à 11 jours. Et là, jusqu'à 28 jours. Donc c'est une évolution majeure. Il n'est évidemment pas question de revenir en arrière, mais je pense que ce sera toujours intéressant de regarder ce que ça a donné dans la société, comment du coup les papas, qu'est-ce que ça a donné entre le lien entre père et l'enfant. Je le vois, et là pour le coup je me permettrai de faire ce n'est pas documenté, mais c'est vraiment ce que je peux ressentir autour de moi. Ce n'est pas un temps pour aller faire des travaux dans la maison. C'est un temps pour s'occuper des enfants. Je pense que de l'enfant qui vient de naître, je pense que c'est quand même important. Il y a encore des réflexes de dire tiens, je vais prendre mon congé paternité, j'ai pu refaire tel ou tel travaux dans la maison. Non, c'est pas vraiment l'objectif. Même si chacun évidemment fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour contrôler ce qui se passe dans le foyer, mais je pense que c'est quand même important. Là où je pense que en effet il peut y avoir une volonté d'agir et surtout d'aller vers l'égalité de tous les pères, c'est de mettre une obligation de prise de congé paternité pour tous les pères et pas de laisser une option. C'est-à-dire quand on est salarié ou qu'on est agent de la fonction publique, on doit prendre un congé paternité qui soit de tant de jours et pour tout le monde pareil. Vraiment, je pense que ça, c'est une vraie mesure d'égalité dans tous les niveaux de vie. On ne peut pas toujours agir sur ceux qui sont entrepreneurs. Bien sûr, on se retrouve avec des formats très divers, je l'entends. Mais vraiment, je crois qu'il y a un sujet d'égalité à regarder au-delà d'imaginer augmenter le congé paternité. On nous interroge d'ailleurs souvent au HCE, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre un congé paternité égal au congé maternité ? C'est délicat. C'est délicat. Pourquoi ? Pour la raison qu'il y a un temps de repos aussi. Quand on fait est-ce que le congé maternité est uniquement pour l'enfant ? Est-ce que c'est aussi un temps de récupération ? Tous les accouchements ne se passent pas de la même manière. Il y a des accouchements qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, pour le coup, le HCE n'a pas déterminé de position ferme, mais voilà, s'interroge sur la volonté exprimée par des parlementaires de vouloir faire une égalité stricte entre le congé maternité et le congé paternité. Bon, il y a d'autres pays où ça pose pas de problème. D'ailleurs, l'Espagne le fait et c'est quelque chose qui ne semble pas poser problème. Donc moi, je veux bien le regarder. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur un temps de repos pour les femmes, parce que même si l'accouchement se passe bien, il peut y avoir des sujets hormonaux. Enfin, on sait que c'est pas sans conséquence sur le corps des femmes et sur la santé mentale des femmes. Voilà. Alors cela dit, même si ça permettait d'avoir des jours en plus pour l'homme qui ne serait pas lié effectivement à un repos, ça aurait l'avantage d'être le même délai pour les entreprises. Et donc ce ne serait plus une cause de discrimination entre hommes et femmes si le temps d'arrêt était le même. Laure Darcos, puis ensuite ce sera Colombe-Bruxelles. Mais Laure Darcos. Merci beaucoup, merci Bérangère. Pour prolonger le propos sur les congés paternité, vous ne nous avez pas parlé aussi des gardes alternées. Moi, je suis de nouveau très très souvent sollicitée. Il y a eu une proposition de loi d'Elisabeth Doineau ici qui a été votée. Quand tout se passe bien, et on peut espérer que la plupart des foyers, ça se passe bien, même en cas de séparation, c'est vrai que la garde alternée n'est pas forcément proposée par les avocats. Et donc ce texte avait été quand même assez largement voté. Ça n'a jamais été présenté à l'Assemblée nationale. On reste toujours dans ces problèmes de tuilage entre nos deux chambres, ce qui est assez frustrant. Et donc j'étais encore sollicitée il n'y a pas longtemps par un couple qui trouvait que c'était quand même un trou dans la raquette. Et c'est vrai que du coup, prolonger le problème du congé paternité, je pense que pour des pères, c'est très important. Ce n'était pas le cas à notre époque.
Moi, j'ai eu des parents divorcés, mais on ne proposait pas la garde alternée. Et c'est vrai que je pense que ça permet vraiment aux pères de continuer à avoir un vrai quotidien avec les enfants quand c'est pas éloigné, bien évidemment, ni des établissements scolaires, ni de la maman. Mais je pense que c'est un sujet aussi sur lequel vous devriez être sollicité. Moi, je voulais aussi revenir sur le fait que on est beaucoup ici à regretter que, à l'instar de l'Espagne, on n'ait pas des tribunaux spécifiques sur les sujets de violence et d'affaires familiales. Vous vous souvenez, quand vous étiez ministre, on vous avait sollicité sur la justice patrimoniale. Depuis, ça va mieux. La direction fiscale, enfin l'administration fiscale, regarde un peu de plus près, grâce à certaines associations, ce qu'il en est pour ne pas faire peser sur les conjoints victimes les dettes. Après, quand les conjoints violents se mettent en insolvabilité, que par, je veux dire, emprise, hein, les régimes maritaux ont évolué sous la contrainte et que les conjoints victimes se retrouvent quand même responsables en fait de ces dettes, ça reste très 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 grave. Et pareil pour les délais de divorce en cas de violence. J'ai encore des cas vraiment où les délais sont absolument dingues. Enfin, je veux dire, les conjoints violents peuvent avoir fait de la prison préventive. Au bout de 3 ans, le divorce n'est toujours pas prononcé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a des priorités. Donc c'est vrai que ça relance l'idée, bien évidemment, que ces tribunaux spécifiques auraient pu faire avancer les choses. Non, pas forcément, Dominique. Bon. Mais en tout cas, enfin, la lenteur de la justice française sur ces sujets-là me mettent vraiment, vraiment en colère. Autre chose, j'ai aussi, et vous avez dû peut-être en entendre parler, dans les départements, il y a de plus en plus de placements d'aide sociale à l'enfance d'enfants qui sont pris un peu en étau entre 2 parents où il y a pu avoir violence, ou en tout cas divorce qui, eux, par contre, se passe mal. Et j'ai vu des juges mettre en doute la parole de la mère en disant si c'est vous qui avez remonté votre enfant, bien évidemment, contre son papa. Et donc, comme je ne veux pas choisir, je place l'enfant. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas dans mon département, les placements sont exponentiels. C'est d'ailleurs du coup un coût pour la collectivité absolument monstrueuse. Mais au-delà de ça, c'est terrible pour les enfants parce qu'ils se retrouvent quand même peut-être dans des conditions un peu compliquées alors qu'ils n'ont rien demandé et que la suspicion a été finalement faite sur le parent victime. Voilà. Et là aussi, je pense que sur le plan justice, je vous dis, moi, je suis un petit peu énervée contre la justice à cause de tout ça, parce que je trouve qu'il y a quand même peut-être pas une écoute importante. Vous parliez du fait de faire, de sensibiliser les hommes. Moi, dans mon département, mon président a choisi un homme pour s'occuper d'égalité homme-femme. Et donc, c'est vrai que ça ramène beaucoup plus d'hommes dans les réunions. Et ça devrait peut-être être systématique parce que, au moins, lui, il est plus que sensibilisé, mais du coup, c'est presque plus facile, même avec les gendarmes, avec les policiers. Autre chose sur le sexisme dans l'enseignement supérieur. Dans notre rapport, alors vous êtes revenu, et Dominique est revenu sur, bien évidemment, le problème de l'auto-censure qu'on peut avoir dès le plus jeune âge. Il y a quelque chose, on en a encore parlé hier, mais on l'avait vu aussi quand je vous avais amené sur le plateau de Saclay, l'emprise des directeurs d'unité sur leurs étudiantes ou leurs collègues. Alors ça peut être une emprise sexuelle ou sexiste, mais aussi de récupérer leurs rapports et leurs travaux. C'est aussi un sujet sur lequel il va falloir qu'on soit très vigilant, parce que ça arrive plus souvent. C'était dit de manière latente sur le plateau de Saclay, souvenez-vous, mesdames. Mais c'était quand même, à fleur et moucheté, on l'entendait. Et donc, je pense que c'est important. Et dernière question, dans tout cette ère AIRE de suppression d'agences, etc., est-ce que vous avez été, vous-même, un peu fragilisé en tant que haute autorité ? Est-ce que les députés sont revenus vous voir en disant que vous ne serveriez à rien ? Et dans ces cas-là, qu'on puisse vous défendre. Mais c'est vrai qu'on met à mal même les hauts conseils. Donc, je voulais avoir votre opinion.
Merci, merci Madame la sénatrice. Alors, sur les sujets de la garde alternée, le Haut Conseil à l'égalité est défavorable à la garde alternée de façon automatique. Bien sûr, quand la garde alternée est demandée, d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 85% des gardes alternées demandées sont acceptées. Nous y sommes défavorables. Non pas par principe, non pas parce que nous considérons que les hommes ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Bien sûr que non. D'ailleurs, nous souhaitons qu'ils soient davantage impliqués dans la vie de l'enfant. Mais l'automaticité, du coup, met en difficulté les femmes victimes de violences. C'est que par défaut, donc, ce sera une garde alternée. Et vous savez combien... Voilà. Non, mais... D'accord, mais en tout cas, dans les propositions de loi, il y a eu aussi l'idée d'automatiser la mise en place de la garde alternée. En tout cas, davantage la proposer, pourquoi pas? Je pense que c'est quelque chose qui devrait être une question qui se pose, parce que de toute façon, c'est de plus en plus mis en place, il y a de plus en plus de pères impliqués. Il y a par contre, et je pense que ça, il faut quand même se le noter, de grandes disparités en fonction des CSP. C'est quand même souvent des pères qui ont des situations financières et d'emploi supérieures qui prennent leur part dans l'éducation des enfants, et moins les CSP, moins. Donc ça, il y a un gros travail à faire, encore une fois, sur les sujets de parentalité. Donc, des approbations pour la garde alternée automatique, proposer davantage la garde alternée, il n'y a pas de contre-indication. Les pédopsychiatres ne sont pas unanimes sur qu'est-ce que ça apporte à l'enfant. Je pense que nous ne devons pas toujours penser à ce qui est préférable pour les adultes. Qu'est-ce qui est préférable pour les enfants? Est-ce que c'est de passer un temps, du coup, partagé entre le père et la mère? Est-ce que c'est d'avoir un lieu fixe et d'avoir un week-end sur deux, la moitié des vacances, comme ce fut le cas pendant des années précédemment? Je crois qu'il n'y a pas de formule miracle, ça dépend des enfants. Est-ce qu'un enfant a besoin d'être toujours avec une valise ouverte? Je ne sais pas. C'est des vraies questions qui se posent, parce que l'idéal, c'est évidemment quand les parents s'aiment et que le foyer se passe bien et que les enfants sont évidemment dans un foyer bienveillant et qu'il n'y ait pas de situation de divorce. On va avoir à répétition des difficultés à prendre des décisions, parce qu'en fait, on va avoir 40% des couples en 2030 qui se sépareront, avec des reconstructions de foyers. Et donc, évidemment, ça interroge. La garde alternée, ça amène aussi à d'autres contraintes, des contraintes financières, le partage des APL, des aides sociales. Comment on fait? Et comment on protège, du coup, et pour qu'il n'y ait pas de conflit sur ce sujet. Parce que quand vous avez une garde qui est déterminée, par exemple, généralement chez la mère, il y a, évidemment, quand elle est payée dans de bonnes conditions, mais il y a au moins la pension alimentaire qui est déterminée. Et s'il n'y a pas de pension alimentaire, il y a le minimum de 174 € par enfant. Là, quand il y a un partage strict, pour le coup, il n'y a plus cette pension alimentaire. Ce qui est d'ailleurs souvent un argument, le premier argument pour que les pères aussi puissent demander la garde alternée. Ils se disent comme ça, je ne donnerai pas d'argent pour madame. Alors que c'est déjà pas pour madame, c'est pour les enfants. C'est ce qu'ils ont tendance d'ailleurs à oublier. Voilà, donc vraiment sur la garde alternée, c'est juste warning, vigilance. Est-ce que c'est bon forcément pour tous les enfants? Donc pas d'automaticité, ça c'est une certitude. La proposer davantage, ça va avec l'air du temps. Et tant mieux si ces messieurs s'investissent davantage dans la vie et l'éducation de leurs enfants. Juste aussi, c'est que on a quand même beaucoup de familles monoparentales, dues justement aux familles qui éclatent, avec des pères absents. Parce que bien sûr, il faut noter tous les papas qui s'investissent énormément, et je ne suis pas là pour stigmatiser les papas en général, mais bien sûr, il y a aussi, il faut le noter, beaucoup de pères démissionnaires. J'ai trouvé qu'on avait eu toute une partie, notamment après les émeutes, où on a beaucoup disqualifié les mères qui élevaient seules leurs enfants, leur disant voilà, vous n'avez pas été au niveau. Mais c'est surtout où étaient les pères, quoi. Parce qu'en fait, quand on regardait les profils,
en fait, la plupart n'avaient pas de père à la maison ou ne voyaient pas leur père. Donc, voilà, je pense que nous avons encore une société qui pardonne trop au père d'être absent et qui, par contre, ne pardonne jamais aux mères de l'être. Et ça, c'est encore très ancré chez nous. Concernant les tribunaux spécialisés, alors bien sûr, ça a été un grand sujet de discussion il y a maintenant 2 ans, une mise en place donc au 1er janvier 2024 des pôles spécialisés et bien sûr aussi des pôles vifs qui est donc un travail qui a été largement produit par Madame la Présidente. Je pense qu'il faut qu'on puisse évaluer comment ça fonctionne. Il y a une critique des associations féministes. Est-ce qu'il est mis en place dans l'Essonne, le pôle vif? Ben voilà. Non mais avant de demander qu'on construise un bâtiment, fais déjà en sorte que les magistrats travaillent entre eux. Parce que si ton dossier de vif était passé dans le pôle vif, le JAF qui s'en occupe accélérerait le divorce. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir. Tu vas voir ton président de tribunal, tu dis, et votre pôle vif, il en est où, quoi? Parce que depuis le 1er janvier 2024, il doit être mis en place. Et la plupart des pôles vifs qui fonctionnent bien font du coup des audiences dédiées, des journées dédiées. Et ce qui est, à mon avis, assez intéressant, ce qui n'était pas obligatoire, c'est pour ça que ça s'appelle des pôles et pas des chambres, sinon ce serait une chambre vif, et donc tu aurais ton tribunal spécialisé. Mais déjà, il faut que le tribunal le mette en place. C'est pour ça qu'il faut, du coup, regarder comment cette politique a été menée. Depuis le 1er janvier 2024, ça fait 18 mois, c'est encore un petit peu court, mais je pense que d'ici l'année prochaine, c'est possible de se pencher sur la question et donc de pouvoir évaluer. Moi, c'est vrai qu'il y a la tentation, souvent, des membres du Haut Conseil égalité, qui sont aussi souvent des militants féministes, bien évidemment, qui disent il faut des moyens dédiés, ça ne fonctionne pas, etc. Je dis, moi, je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas si je n'ai pas évalué le dispositif. Donc, évaluons le dispositif quand ce sera possible. Regardons là où ça dysfonctionne. Pointons là où les présidents de tribunaux n'ont pas fait leur travail, parce que c'est une obligation aujourd'hui de mettre en place les pôles vifs. Et du coup, on pourra évaluer et dire voilà ce qui manque, voilà ce qui devrait changer. Nous n'avons pas la même organisation judiciaire que l'Espagne. Donc, il n'a pas été choisi de faire des tribunaux spécialisés. Est-ce utile de le faire à l'avenir ? Je préfère attendre d'avoir du coup le retour des pôles spécialisés. L'idée, c'est bien de rapprocher le civil du pénal. Donc évidemment, éviter que un homme qui est parti en détention parce qu'il a frappé sa femme, violenté sa femme ou son ex-femme pour le coup, puisse se mettre en insolvabilité, récupère quand même la garde des enfants. Enfin, il y a quand même des aberrations qu'on a pu voir et qui ne doivent plus pouvoir se passer. Vous avez raison, on avait eu cette discussion sur les conjoints qui se mettent en insolvabilité. C'est un sport national, hein, la mise en insolvabilité. Souvent sur les professions évidemment moins salariés ou agents de la fonction publique, mais plutôt du coup quand ce sont des entrepreneurs, artisans, etc. Donc il n'est pas rare de fermer sa boîte, de la faire couler, en plus d'avoir des aides de l'État souvent pour payer les fournisseurs, et puis du coup de remonter sur le nom de la nouvelle compagne, ce qui permet d'échapper évidemment à tout contrôle. Donc je pense que ça c'est un vrai sujet. Un sujet, encore une fois, si on veut intéresser Bercy et peut-être les hommes qui seraient plus sensibles, c'est du coup la perte d'argent, c'est-à-dire que du coup toutes les aides publiques qui sont données pour les entreprises défaillantes, avec du coup les fermetures d'entreprises et du coup le manque à gagner. Voilà, mais il faut, en tout cas, je pense qu'il faut engager parce que c'est vraiment une perte d'argent. Et ça met en grande difficulté, en effet, toutes celles qui ont partagé la vie de ces messieurs qui se mettent en insolvabilité. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus qui n'est pas réglé, ça c'est certain. Dans le cas des couples, vous avez parlé, vous ne l'avez pas cité comme tel, mais l'aliénation mentale. Imaginez que les femmes, du coup, mentent et entraînent leurs enfants à avoir un rejet de leur père, à imaginer des situations qui ont pu se passer, etc. C'est évidemment quelque chose qui est dans le subconscient d'un certain nombre de Français, hein, quels qu'ils soient, femmes ou hommes d'ailleurs, peuvent le penser, qui est évidemment aucunement une réalité. Donc, mais ça pèse énormément sur les décisions de justice. Et ça, il faut faire il y a un travail indispensable à faire. Les enfants ne mentent pas. Les femmes ne mentent pas.
Ou alors quand elles mentent, même sur les sujets les accusations de viol, c'est minime. Donc arrêtons de penser que les femmes et les enfants mentent. Il n'y a pas de raison qu'elles mentent. Quand on voit le peu de décisions de justice et de sanctions qui sont décidées par nos juridictions, comment on peut penser qu'elles ont envie d'aller asséner quelqu'un avec des reproches ou même de les accuser d'un certain nombre de faits, alors que du coup, c'est un parcours du combattant, qu'elles sont souvent regardées de travers par la société. Enfin, c'est ahurissant de penser ça. Donc, par principe, elles ne mentent pas. Et donc, du coup, il faut accompagner évidemment les mères de famille, les enfants, pour qu'il y ait des décisions de justice qui soient plus justes. Alors, un homme pour l'égalité, oui. Alors, je pense qu'il y a des symboles encore. Quand on aura des femmes vraiment à des postes qui sont dédiés aux hommes, on acceptera davantage. Mais vous avez raison, et c'est malheureux. La présidence de la commission des finances. Ouais, ça peut être, en effet. Mais c'est vrai qu'on a... Mais il y a une forme de crédibilité qui est davantage donnée du coup aux hommes pour aller défendre des sujets. Et on le voit quand on a des hommes qui vont défendre les femmes. C'est parfois plus porteur auprès de certains publics. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il faut du coup leur donner l'occasion de le faire? Je pense que non. Il faut que nous, on résiste aussi. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins convaincante pour défendre du coup des sujets qui nous concernent. Mais embarquer, bien sûr, ces messieurs, je le disais, c'est un indispensable. Alors, je vous rassure, le Haut Conseil à l'égalité ne fermera pas ses portes. Alors, de toute façon, de tout temps, le Haut Conseil à l'égalité est attaqué par les franges les plus extrêmes, particulièrement les plus conservateurs. Il faut être clair. Je l'ai vu au moment particulièrement de ma nomination à la présidence. À quoi sert-elle? Elle ne fout rien. Le Haut Conseil est encore une instance théodule qui ne sert strictement à rien. Les avis, enfin voilà, de l'argent mis en l'air, c'est un petit peu ce qu'on nous reproche. Alors qu'on sait ô combien le Haut Conseil à l'égalité les travaux sont lus, sont reconnus. Le rapport sur l'état du sexisme en France, qui est une obligation légale, est repris dans les médias, est utilisé par dans beaucoup de travaux qui sont aussi réalisés par d'autres. Donc, il n'est pas question de la fermeture du Haut Conseil à l'égalité. Déjà en plus, je vous rappelle qu'il y a une obligation légale depuis, ça fait maintenant 7 ans qu'il y a une obligation légale, donc en fait il faudrait aussi changer la loi, donc on est aussi un peu protégé de ça. Après, moi c'est ce que j'ai dit aux membres du Haut Conseil à l'égalité lorsque j'ai pris la présidence, pour certains qui pouvaient y voir une nomination non pas en fonction de mes compétences, mais en fonction de mon orientation politique jusqu'à ma nomination à la présidence. Je leur ai dit qu'on avait échappé quand même au pire et que si on avait eu un gouvernement où à la tête il y avait donc le Rassemblement national, je donnais quand même pas cher de cette instance. Elle est donc fragile. Et vraiment, j'attire votre attention sur le devenir du Haut Conseil à l'égalité. C'est une instance qui, en fait, on n'en changera pas que la présidence, parce que la présidente, vous avez compris, est nommée par le Premier ministre ou la Première ministre. Mais on changera même, on ne donnera plus les moyens pour le Haut Conseil à l'égalité. Et même, on fermera le Haut Conseil à l'égalité sous prétexte que, du coup, on fait un tri dans toutes ces agences qui peuvent exister. C'est une instance indispensable qui fait un travail colossal, qui fait des travaux reconnus et il faut qu'elle puisse continuer à exister. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des tensions sur le budget. Avec notamment, nous avons connu une baisse d'un ETP qui est douloureux pour l'instance, et ça c'était sous le gouvernement Barnier. Nous ne l'avons pas récupéré depuis. Nous savons que les budgets sont tendus et que la discussion sur le budget pour l'année prochaine va être compliquée. Nous ne pouvons pas être une victime collatérale, sachant que le budget, franchement, n'est pas élevé pour le Haut Conseil à l'égalité. Nous n'imaginons pas que nous puissions être touchés davantage. Si nous sommes touchés davantage et que nous avons une réduction encore de TP ou de moyens, je ne serai pas en mesure de pouvoir réaliser le travail qui m'est demandé. Aujourd'hui, je demande aux chargés de mission
de réaliser parfois un travail sur 2 commissions. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où on a des chargés de mission qui sont qui dépendent des ministères sociaux, et on a aussi 2 personnes qui nous viennent, une documentaliste de Matignon et également une personne qui nous est attribuée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais en gros, nous avons donc la secrétaire générale, un chargé de communication presse. Également, on a donc 3 chargés de mission qui sont donc en charge. Il y en a une qui est sur parité et santé et droits sexuels et reproductifs, parce que on a perdu cette ETP. Donc elle a 2 commissions, ce qui n'est normalement pas normal. Quelqu'un qui s'occupe de la commission stéréotype qui effectue le rapport sur l'état du sexisme en France, qui prend quand même la moitié de l'année. Et on a une personne sur les violences faites aux femmes. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu tendu. Et donc, vraiment, j'attire votre attention. Si le Haut Conseil à l'égalité connaît des baisses de budget et des baisses de TP, je ne serai pas en mesure de pouvoir tout réaliser, malgré les besoins et l'appétit de membres du Haut Conseil à l'égalité pour produire du travail et pour, évidemment, éclairer la société civile et nos gouvernants, c'est-à-dire vous, au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale et du gouvernement, bien sûr, pour améliorer nos politiques publiques et nos lois. Colombo-Celle. Merci beaucoup. Bonjour. D'abord, je vous présente toutes mes excuses. Je suis arrivée en retard, mais enfin, je vous écoutais dans le métro, donc je n'ai rien loupé. Mes collègues n'en seront pas étonnés. Je vais évoquer la question des familles monoparentales. Oui, je sais, mais à chacun ses dadas, puis à la fin, quand tu y es arrivé, tu passes au combat d'après. On a travaillé au sein de la délégation aux droits des femmes avec notre collègue Béatrice Gosselin sur la question des familles monoparentales. J'allais dire impensé des politiques publiques, en tout cas soigneusement cachées derrière le rideau noir et très rarement évoquées, vous y faisiez allusion. Je suis frappée, oui ça sonne, c'est la vie, je suis frappée de voir qu'un certain nombre de collectivités territoriales commencent à travailler sur le sujet et à mettre en place des politiques publiques pour accompagner, reconnaître et accompagner les familles monoparentales. J'étais à Dijon il y a quelques jours, on a été invité à Brest avec Béatrice Gosselin à venir présenter le résultat de nos travaux. De l'autre côté, nous faisons, et c'est vrai que ça n'est pas si courant, un travail en lien avec l'Assemblée nationale pour qu'une proposition de loi transpartisane puisse commencer à mettre un pied dans la porte sur la reconnaissance des familles monoparentales pour pouvoir les accompagner. On est fondamentalement dans un sujet d'inégalité, qu'elle soit sociale, professionnelle ou de genre, et de cumul d'inégalités, et donc de précarité et de précarisation. Et finalement, ma question, elle est simple et compliquée à la fois. Comment est-ce que vous pouvez, avec le Haut Conseil, nous accompagner dans ce combat, ce parcours, pour que enfin une famille sur 3, principalement des mères solo, avec un vrai sujet d'inégalité, je le disais, puisse être accompagnée comme il se doit par l'ensemble des politiques publiques, et pas que, parce qu'on voit bien, et ça fait le lien avec d'autres sujets que vous évoquiez, à quel point la question de la place dans le monde économique et dans le monde du travail est aussi un sujet qui doit être prise en charge par les entreprises, mais par l'ensemble des employeurs lorsqu'on a des parents solos dans ses agents ou salariés. Alors, le Haut Conseil à l'égalité, vous savez, donc, réalise des rapports, des avis, émet des recommandations lorsque ses membres en décident. Évidemment, la présidente vient proposer, et j'ai un certain nombre, parce que là, je vous parle de ça, parce qu'on attend le décret de nomination des membres pour le mandat 2025-2028 dans les prochaines heures, jours. Là, pour le coup, on l'attend depuis un moment, mais là, il est prêt à sortir. Et on va pouvoir enfin recommencer, en tous les cas, tous les travaux et décider justement des sujets
qui vont venir pour les prochains mois. Et donc, nous n'avons jamais travaillé spécifiquement sur les familles monoparentales. Donc, moi, je pense que ça peut être extrêmement intéressant, voir par contre quelle est la commission qui peut s'en charger, parce que du coup, il faut que si, je ne crois pas que ce soit la commission santé, je ne crois pas que ce soit la commission internationale, je ne pense pas non plus que ce soit la commission violence. Ce sera sûrement la commission stéréotype, mais stéréotype, elle s'occupe déjà du rapport sur l'état du sexisme en France, qui est le seul rapport où il y a une obligation légale pour le rendre au mois de janvier de chaque année. Voilà, donc c'est aussi une question parfois de périmètre, mais ça c'est quelque chose que je dois régler moi en tant que présidente, mais je vous explique un petit peu aussi le fonctionnement du Haut Conseil à l'égalité, mais un vrai sujet en effet sur les familles monoparentales. Il y a plusieurs choses qui sont invisibilisées, vous avez raison, et qui inquiètent particulièrement le Haut Conseil à l'égalité. Nous remarquons, et ça c'est la société qui mute, et le Haut Conseil à l'égalité évidemment ne porte pas de jugement, mais il y a des séparations qui s'opèrent de plus en plus tôt dans le couple, avec des très jeunes enfants, et puis des séparations qui s'accélèrent. C'est-à-dire que là, vous parlez d'une famille sur 3, on sera quand même, pour le coup, à 4 familles sur 10 dans quelques années. Donc c'est vraiment quelque chose qui va totalement se banaliser et qui va être proche d'une famille sur 2 dans quelques temps. Ça, évidemment, a un impact direct. On parle de familles monoparentales, donc de femmes isolées, de femmes seules qui élèvent parfois leurs enfants. Alors, on parlait de la garde alternée, évidemment. Là, on est plutôt sur un dispositif où c'est madame qui a la garde principale et monsieur qui plutôt voit ses enfants les week-ends et les vacances. Et donc, revient la charge du quotidien à ces mères. Il y a le sujet de la reprise du travail. Plus c'est tôt en plus c'est difficile, parce que les enfants en bas âge demandent aussi d'avoir de la présence, de l'organisation, une organisation toute particulière. Et on évoquait, juste avant de commencer cette audition, notamment avec Madame la Présidente et certaines des sénatrices déjà présentes, c'est qu'en fait, il va y avoir 40% de départs en retraite d'ici 2030 d'assistantes maternelles. Je pense que c'est une bombe à retardement. Avec le désintérêt qu'il y a pour ces métiers, la non-valorisation de ces métiers, on va connaître une baisse drastique de l'offre de garde. En plus de ça, vous avez des structures existantes qui ont des difficultés à embaucher, parce que ce sont des métiers qui n'attirent plus, qui sont mal payés. Et vraiment, ça va avoir un impact direct sur les femmes. Évidemment, ça va inquiéter aussi les papas, les hommes, et ça va créer aussi des tensions dans les couples, hein, parce que madame va dire, c'est pas parce que toi tu as un meilleur, parce que c'est prouvé, documenté, c'est pas parce que toi tu as un meilleur salaire que moi et peut-être un poste supérieur au mien que je ne suis pas passionnée par mon travail, que je n'ai pas envie moi aussi de reprendre le travail, et je n'ai pas envie de subir, parce qu'encore une fois, quand c'est souhaité, évidemment, moi je ne porte aucun jugement sur les femmes qui veulent garder leurs enfants. Elles ont bien raison si elles le souhaitent. Mais encore faut-il que ce soit choisi et non pas subi. Nous savons combien il y a des temps partiels subis pour les femmes dans notre pays aujourd'hui, parce qu'on a déjà des sujets de garde d'enfants et que ce sont elles qui sont les moins rémunérées aujourd'hui dans le foyer. Donc c'est à elles que revient quelque part cette charge quand c'est subi. Mais là, on va connaître de vraies difficultés. Et donc, le Haut Conseil à l'égalité se satisfait du fait que les mairies, les municipalités aient du coup autorité sur les questions de mode de garde et regardent par exemple à la création de nouvelles crèches sur leur territoire. Je pense que c'est vraiment une politique qui doit revenir à l'échelon le plus proche des habitants, parce qu'en fait, je vois trop de municipalités, de maires qui ne se préoccupent pas de savoir quelle est l'offre de garde. Avant de pouvoir prendre des actions correctrices, il faut faire un constat. C'est un incontournable. Et donc, regarder l'offre de garde dans une municipalité, c'est pouvoir répondre et faire un certain nombre d'actions en faveur des modes de garde. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement méprisé. Le sujet de la famille et de la parentalité est complètement méprisé par un certain nombre de collectivités, et particulièrement, je trouve, les municipalités. Donc, profitons des élections 2026 pour mettre ce sujet aussi
dans les programmes pour les prochaines municipales. Je crois que c'est vraiment un indispensable. Pardonnez-moi de vous interrompre là-dessus, mais moi je travaille beaucoup avec Sarah El Haïry actuellement sur les crèches, qu'elles soient crèches privées, micro-crèches, parce que justement dans les collectivités, il y a eu, et dans certains départements, beaucoup de couperets avec des fermetures. J'espère que, comme vous la connaissez bien, vous pourrez aussi travailler avec elle sur ce sujet, parce qu'elle a vraiment décidé de s'emparer de ce sujet crucial. Je dois la voir là dans quelques temps, donc j'en parlerai avec elle parce que c'est vraiment, je crois, quelque chose qui doit nous alerter tout de suite parce que ça aura de grosses conséquences. On sait les tensions qu'il y a aujourd'hui, c'est une vraie crainte pour les jeunes parents quand il faut un enfant. Il faudrait déjà faire une demande de crèche avant même que l'enfant soit conçu. On a même des reproches parfois en mairie quand on vient déclarer l'enfant ou qu'on fait une demande de place en crèche, de dire vous auriez dû accoucher en mai parce que ça vous aurait peut-être permis d'avoir une place en septembre, comme si c'est quelque chose qui se calculait. Enfin, on a encore des remarques de ce type. Et c'est des fois des fins de non-recevoir. C'est même pas la peine que vous déposiez votre dossier, vous savez. Et c'est très compliqué pour les femmes qui, par exemple, doivent mettre leur enfant à partir du mois de janvier dans une collectivité ou auprès d'une assistante maternelle de trouver une place. C'est vraiment un sujet qui crée de l'angoisse. Donc, il faut qu'on arrive à y répondre. Et il n'y a pas de formule parfaite. Le Haut Conseil à l'égalité ne demande pas la création de crèches partout, parce que dans les milieux ruraux, ce n'est pas ce qui est préférable. Les assistantes maternelles ont toute leur place sur notre territoire. Il faut juste avoir une pluralité des offres et surtout s'assurer qu'il y ait de l'offre. Et je trouve, en tous les cas, que nos gouvernants, quels qu'ils soient à toutes les strates, ne font pas assez le travail sur cette question. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est un vrai sujet. Et sur le sujet des familles monoparentales, en tout cas de la mutation de la société et du fait qu'il y ait de plus en plus de séparation, il y a un sujet qui est un sujet, pour le coup, l'immobilier. On dit, on répète, et je trouve qu'on ne dit pas assez, que c'est aussi les changements de société qui créent cette tension dans l'immobilier. On a besoin de construire plus, on le sait. On a un manque de logements sociaux, mais un manque de logements tout court, avec des prix qui évidemment montent, parce que la rareté fait que le prix augmente. Donc ça crée évidemment des difficultés, particulièrement pour les familles séparées qui, du coup, se retrouvent avec des revenus qui s'amoindrissent. On a un vrai sujet sur l'immobilier parce qu'en fait, quand vous avez une famille avec 2 enfants et que du coup les parents se séparent, il faut qu'ils soient eux-mêmes capables d'avoir les chambres nécessaires pour accueillir les enfants. Surtout si on parle de garde partagée, où là, pour le coup, il faut offrir encore plus un environnement qui soit adapté au nombre qu'il y a dans la famille et particulièrement au nombre d'enfants. C'est un vrai sujet. Le sujet de l'immobilier, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que quand on pose la question aux Français, quels sont les sujets qui sont les sujets prioritaires avant les élections, etc., jamais l'immobilier sort. Le sujet du pouvoir d'achat, le sujet de la sécurité, on a eu les sujets d'immigration, le sujet d'écologie, le sujet de la santé et l'accès à la santé. Mais le sujet de l'immobilier n'est pas traité comme tel. Alors que on l'entend pourtant énormément autour de nous, mais ce n'est pas formulé comme une priorité. Et pourtant, je pense que c'était réellement une priorité parce que ça crée beaucoup de difficultés, et notamment au moment de la séparation. On sait combien de femmes ne partent pas, et je ne parle pas que des femmes victimes de violences. Globalement, il y a beaucoup de couples qui continuent à coexister, cohabiter dans le même lieu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement chacun de leur côté. C'est un vrai dilemme. Et donc, du coup, la politique d'immobilier, il va falloir la regarder aussi avec une projection de ces séparations qui vont arriver et du besoin croissant qu'il va y avoir donc sur le sujet de l'immobilier. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, sur le sujet de l'immobilier, nous avons, mis à part le très bon rapport sur les familles monoparentales, fait au niveau de la délégation aux droits des femmes, ensuite un rapport sur femmes à la rue. Et effectivement, c'est le premier des sujets, en fait, que l'on a mis en avant, puisqu'on voit que des femmes qui sont à la rue ne peuvent pas accéder au logement d'urgence parce que le logement d'urgence ne se libère pas, parce qu'il ne peut pas accéder au logement social. Le logement social ne se libère pas parce qu'il ne peut pas accéder à la propriété. Et tout ça parce que justement, on n'a pas de logement. Et donc, très clairement,
La première des ministres que nous sommes allés voir sur ce rapport, qui n'était pas une ministre chargée d'une quelconque aide sociale, c'était la ministre du Logement, c'est Valérie Létard, à laquelle on a remis ce rapport, parce que réellement, c'est un des gros sujets. C'est le premier des sujets, en fait, qui est ressorti étonnamment de ce rapport Femmes à la rue. C'est ce manque d'immobilier et ce blocage total d'évolution de l'immobilier. Donc voilà. Je ne sais pas si mes collègues ont encore quelques compléments, mais moi, il me reste vraiment à vous remercier. Je vous demanderai juste de ne pas partir tout de suite. J'ai une petite communication à vous faire pour la semaine prochaine, mais merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de vous retrouver avec un autre regard, puisque un autre positionnement, mais ça vous permet d'avoir justement une globalité de situation. Et puis, c'est souvent mieux de comprendre quelles sont les contraintes des uns et des autres pour pouvoir avancer. Il nous semble que le Haut Conseil à l'égalité est bien entendu parfaitement utile. Nous attendons, il est vrai, toujours avec impatience, toutes et tous, avec impatience, ce rapport sur l'état du sexisme en France, même si malheureusement, d'année en année, il nous effraie un petit peu plus. Mais nous allons y travailler. Et l'objectif, et c'est ce que je découvre vraiment avec Femmes et Sciences, c'est de réussir à faire passer le fait que la parole d'une femme est crédible et que oui, on doit aussi pouvoir l'écouter. Et c'est fou d'être aujourd'hui en 2025 et de se dire encore qu'une chose proposée par une femme ou une chose proposée par un homme n'est pas entendue de la même façon, quand bien même c'est exactement la même chose qui est proposée. Et donc, travaillons dès l'école. Oui, bien sûr. Je me permets juste de rajouter un élément que j'ai omis de vous, j'ai oublié de vous parler. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour le Haut Conseil à l'égalité, c'est la mise en place d'un budget sensible au genre. C'est un sujet qui est souvent caricaturé. Et pourtant, il n'a rien de caricatural. C'est un indispensable. Je disais tout à l'heure, avant de pouvoir faire des actions correctrices, il faut pouvoir constater. Faire un budget sensible au genre, c'est pas d'abord agir, c'est de constater qu'on ne met pas les mêmes moyens en faveur des filles et des garçons et en faveur des femmes et des hommes. Et ça, vraiment, à toutes les strates, c'est-à-dire au niveau de l'État comme au niveau de toutes les collectivités régionales, départementales et municipales. S'intéresser de savoir dans notre municipalité, puisque je pense que c'est quelque chose qui parle plus largement aux Français, dans notre municipalité, combien on met pour les filles et les garçons, les femmes et les hommes, les habitants donc de cette ville? On serait estomaqué de voir la différence qui est mise entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons. C'est pas normal. Parce qu'en fait, les impôts, ils sont payés de la même manière. Donc il n'y a pas de raison en fait que les impôts de tous donnent davantage aux garçons qu'aux filles et aux hommes qu'aux femmes. Et ça, cette question, elle se pose. Alors je pense souvent une délégation pour laquelle c'est assez simple, mais regardez la délégation au sport. Quand une municipalité décide de mettre en place, de déployer du budget, de donner du budget pour mettre en place des nouveaux équipements sportifs, c'est-à-dire des salles, ou de pouvoir changer un gazon de foot ou de rugby, il suffit de regarder le nombre d'adhérents. Et souvent, on met plus de budget pour aller changer justement du gazon de rugby ou du gazon de foot que pour aller faire un gymnase. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est pour dire qu'en fait, il y a une énorme disparité et qu'en fonction du nombre d'adhérents, vous allez plutôt avoir tendance à favoriser le sport masculin que le sport féminin. C'est un exemple assez simple. Parfois, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est simple parce que ça veut dire est-ce que tous les budgets qu'on donne n'ont pas en fait quelque part une action contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour valoriser les femmes ou mettre en valeur les femmes. Mais déjà de faire cet exercice-là, c'est un indispensable. Moi, je salue l'engagement qui a été pris. J'avais engagé, quand j'étais ministre, un travail avec le ministère du Budget, avec Thomas Cazenave et ses équipes donc à Bercy, pour justement imaginer ce que pourraient être les critères d'un budget sensible au genre.
Et il y a eu l'annonce, il y a maintenant quelques semaines, de la part de la ministre de l'Égalité, la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, et également la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame Elisabeth Borne, de mettre en place dans leurs 3 ministères un budget sensible au genre. Et donc, du coup, regardons comment c'est mis en place. Nous croyons vraiment à ce dispositif. Et vous qui êtes les représentants des territoires, parlez-en dans vos territoires. Il ne faut pas caricaturer ça. Ce n'est pas une idéologie dite de gauche. C'est quelque chose qui doit aussi infuser partout. On doit d'abord constater pour pouvoir agir plus efficacement en faveur de l'égalité. C'est un dernier message que je souhaitais passer, Madame la Présidente. Merci à vous. Très bien. J'avais juste une petite communication. La semaine prochaine, nous avons donc réunion de délégation pour une table ronde qui concernera Femmes et Sciences, mais sur le recrutement et le déroulement des carrières des femmes scientifiques. Donc je pense que ça peut intéresser effectivement tout le monde et c'est bien d'essayer de le faire en séance plénière. Qui se déroulera de 8h30 à 10h30, comme d'habitude pour nos réunions. Et à 10h30, nous recevons en tant que DDF, et c'est pourquoi je vous invite à rester après 10h30 et après cette table ronde, une délégation de femmes brésiliennes, tout à fait. Donc vous avez reçu une invitation sur le sujet. Du coup, et qui aimerait bien s'entretenir avec des femmes de la délégation aux droits des femmes pour parler de nos travaux et de ce que l'on peut faire. Donc, j'aimerais ne pas y être seule, j'aime autant partager ces moments. Donc, si vous pouvez rester à 10h30 la semaine prochaine. Voilà, donc celles qui peuvent, en tout cas, vous serez les bienvenus. Donc voilà, donc merci beaucoup, Madame la Présidente, d'être venue. C'était très intéressant. Vos travaux rejoignent les nôtres et ensemble, nous y arriverons.